Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu longue, peut-être qu'on en fera une seconde que je posterai demain soir, puisqu'on va parler tout simplement du meilleur joueur de l'équipe, Kylian Mbappé, et puis on élargira à son secteur, l'attaque, comment l'accompagner, quelles consignes lui donner, où le placer, la question du faux numéro 9 aussi qui a surgi après la prestation de Lee Kang-in ce week-end à ce poste, mais aussi en prévision du retour de Marco Asensio après la trêve internationale. Mais bien sûr, avant tout, on va s'arrêter sur la saison que Kylian Mbappé nous sort d'un point de vue strictement individuel parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a des choses à dire et à redire. Installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec Mbappé par son match ce week-end à Reims, puisqu'il a beaucoup fait parler, à commencer par son entraîneur, Luis Enrique, qui lui a lancé une petite pique, si on peut appeler ça comme ça, directement en après-match, alors que son joueur sortait d'un triplé, 3 buts très différents les uns des autres, mais tous aussi beaux. Et je vais m'y arrêter quelques instants, ça me paraît intéressant. Le premier, c'est un but d'ailier pur, qui commence côté gauche, se fait oublier au second poteau, et puis la reprise de volée, c'est bien connu. C'est un geste technique qu'Mbappé maîtrise à la perfection. Les centres, chez Ousmane Dembélé, c'est un peu moins bien maîtrisé. Du coup, le fait qu'il termine pile sur le pied d'Mbappé, on peut se demander si c'est voulu ou non initialement par Dembélé. Mais dans tous les cas, ce but dans l'idée est aussi à mettre au crédit de Luis Enrique parce que dans cette équipe, déjà, il y a une idée très forte d'avoir ton pôle de créativité à droite, mais plus individuellement, de profiter des qualités dans les 1 contre 1 d'Ousmane Dembélé qui fait donc les différences et qui ensuite centre avec Mbappé dans la surface pour profiter de ses qualités de finisseur. Ce but, voilà. Typiquement, quand on dit centre et PSG, on pense pas forcément à ces centres très hauts avec une reprise de volée parce qu'on n'en a pas mis beaucoup. Il y a Mbappé contre Nice début septembre sur un centre de Kolo Muani cette fois je crois. Mais sinon, ce qui vient en tête directement, c'est les centres à terre, les centres en retrait, qui sont aussi très travaillés. Et c'est là où je veux mettre l'accent sur Luis Enrique parce que, et sur nos numéros 9 aussi. Retenez bien parce qu'ensuite on va parler de la question d'incorporer un faux numéro 9 dans cette équipe, mais nos 9 ont un rôle, je pense, plus important qu'on ne le pense à l'entraînement en fait. Voilà, ils travaillent beaucoup plus d'appels, de mouvements qu'on ne le pense avec Luis Enrique. Un exemple, c'est quand on centre en retrait, des actions qu'on a vues énormément de fois, donc on ne peut pas nier le fait que c'est travaillé à l'entraînement. Un centre en retrait avec jamais le numéro 9 en position de frappe en fait. Le receveur, c'est soit un milieu qui se projette, soit le latéral, Achraf Hakimi, ou alors l'ailier adverse qui va repiquer dans l'axe. Mais ça, c'est beaucoup plus rare parce que les positions sont assez figées dans la structure de Luis Enrique. J'en oublie. Kolo Muani, Ramos, le numéro 9. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils font des appels à vide. Voilà, ça c'est travaillé. Et l'exemple parfait pour illustrer ça, ce sont les feintes. Les feintes de Gonzalo Ramos pour Lille face à Milan au match aller, de Mbappé pour le même Lille contre Montpellier. Donc voilà, tout ça c'est travaillé. Les appels à vide, les feintes pour servir de leurre à la défense adverse. Notons que chez Luis Enrique, c'est très travaillé et que c'est un bon point. Donc ce premier but, c'est un but d'ailier. Le positionnement, on sait qu'avec Mbappé, c'est une question prépondérante. Parce que samedi, il commence son match en collant la ligne et en seconde mi-temps, il se réaxe un petit peu. Son deuxième but est un but de numéro 9. Appel contre appel magnifique, digne des plus grands numéros 9. Une action collectivement pareille à mettre au crédit de Luis Enrique parce qu'elle commence dans les pieds de Donnarumma et finit dans les 6 mètres de l'adversaire avec un petit relais, un défenseur qui prend ses responsabilités, Milan Skriniar, et Carlos Soler à la passe. Et enfin, le troisième, c'est une contre-attaque menée par Barcola, très bien, avec encore une fois Mbappé à la finition. Donc voilà, il y a ce point de tension qui est illustré samedi parce qu'après le match, tu te dis, en fait, je ne sais pas où placer Mbappé. Coller la ligne ?
demi-espace gauche, numéro 9. Il y a des gens qui vont nous dire à droite, et je les entendrai. Maintenant, dans cette vidéo, on va nuancer tout ça, parce que Mbappé, évidemment, a des forces partout, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si tu mets Mbappé sur le côté gauche à coller la ligne, peut-être que tu n'as pas le deuxième but qui met samedi. Si tu mets Mbappé numéro 9 dans l'axe, sûrement qu'il n'y a ni Mbappé, et peut-être aussi personne en fait à la réception du centre d'Ousmane Dembélé, parce que sur le côté gauche, on a un latéral qui se projette pas beaucoup, que ce soit Mukiele ou Lucas Hernandez. Ils sont pas souvent là à la réception des centres second poteau. Voilà. Et que si du coup tu mets Mbappé dans l'axe, l'ailier que tu mettras à sa place, potentiellement repiquera beaucoup plus que Mbappé en tant qu'ailier, à savoir Vitinha, Lee Kang-in, c'est pas des joueurs qui vont déborder. Barcola un petit peu plus, et encore, Barcola a délivré des passes décisives contre Marseille, non pas contre Marseille c'est juste une action, mais contre Brest pour le but de Warren, où il revient dans l'axe. Voilà. Donc cette question se pose réellement. Vous savez, dans mes vidéos, je dis très souvent, Mbappé, il faut absolument le réaxer, mais je dois aussi avouer que, en tant qu'ailier gauche, il nous apporte aussi quelque chose que si on le replacerait, bah en fait, il y aurait peu de joueurs qui nous l'apporteraient. Je ne parle pas de talent, ni d'influence statistique, mais juste de mouvement, voilà, tout simplement, parce qu'on a des joueurs qui aiment repiquer dans l'axe, et mettre des joueurs bon pied sur le côté gauche, on va y revenir, c'est quelque chose que je répugne chez Luis Enrique. Bref. Pour revenir sur le match d'Mbappé, il a un volume d'occasion très important, au-delà des 3 buts, hein, il aurait pu en mettre 5. Et ça, c'est propre à tous ces matchs en fait. Il y a toujours un axe de progression. Alors contre Milan, il y a 2 loupés qui sont monumentaux. Je pense aussi au match contre Rennes, juste avant la dernière trêve internationale, où il a un nombre hallucinant d'occasions, notamment la dernière, ce face-à-face où il élimine Mandanda et ensuite finit d'une manière assez honteuse, alors que l'action est de très grande classe en fait. Il n'y a aucun autre joueur au monde qui a l'occasion d'Mbappé, parce que, au-delà de la finition très mauvaise, en fait, l'action juste avant, il n'y a que lui pour la faire. Bref. Donc voilà, cette saison, il est à 13 buts en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions, dont un qui est très important en match aller contre Milan, on y reviendra. Pour revenir donc encore sur le match contre Reims, il y a aussi des actions en fait où il joue mal les coups. C'est-à-dire qu'il a retrouvé son électricité, sa vivacité, mais quand il mène une contre-attaque, il va souvent se vautrer dans le défenseur, il va souvent faire le mauvais choix, et ça a des répercussions collectives qui sont quand même assez grandes. Ça, c'est un axe de progression majeur pour lui cette saison, et on va décortiquer ça dans cette vidéo. Alors en après-match, Luis Enrique dit que c'est insuffisant. Bon, je trouve ça plutôt logique qu'il fasse cette sortie, parce que elle n'est pas sur le match en lui-même en fait. Il profite du triplé pour faire une remarque plus générale sur la saison d'Mbappé. Mais au-delà de ce relativisme dont je fais part, il faut quand même avouer qu'une telle déclaration après un triplé avant une trêve internationale témoigne quand même qu'il y a quelque chose qui se trame en privé depuis quelques semaines. Je ne dis pas une mauvaise relation entre les deux, parce que je pense sincèrement que c'est faux. Les deux s'apprécient, Mbappé comme Luis Enrique. Ce que je veux dire, c'est que voilà, ça travaille beaucoup. C'est pas dans un sens péjoratif que je le dis. Je pense que ça travaille beaucoup pour essayer de mettre Mbappé dans de meilleures conditions, et que lui aussi, parce que vraiment, en fait, je trouve que cette saison avec Mbappé, alors l'année dernière, je l'ai tabassé, cet été plus que jamais, parce que voilà, il y a eu encore le feuilleton. Mais là, c'est 50-50 en fait pour moi. Il y a la structure collective et il y a Mbappé. Et du coup, on va en parler dans cette vidéo. Alors, cette saison, évidemment, commence au loft pour lui. Donc, au début, quand il revient déjà, puisqu'il loupe les premiers matchs, physiquement, il accuse le coup. Parce qu'au loft, t'as pas de préparation physique, tu ne sais pas de quoi est fait ton avenir, donc tu ne te prépares pas en fonction de futures échéances. Alors qu'avec le groupe, bien évidemment, tu sais qu'il faut être prêt pour le mois de février, tu sais qu'il faut être prêt pour Lens fin août, pour Marseille mi-septembre, la Ligue des Champions, le calendrier à respecter, les phases de poule et tout ça. Donc voilà, il accuse le coup, et donc ces matchs sont très hachés. Il y a des moments de fulgurance, d'autres où il est complètement absent. Je peux penser au match contre Lyon début septembre. Là, il a retrouvé, ça y est, son côté vivace, explosif, c'est bon, il l'a. Maintenant, ça ne se traduit pas dans les choix techniques et leur exécution. La justesse, il ne l'a toujours pas retrouvée dans son jeu. Et ça, c'est assez problématique, parce qu'il y a des matchs quand même très pauvres
Enfin, je pense que son pire match cette saison, et un de ses pires à l'échelle de sa carrière, en fait, tout simplement, c'est Newcastle. C'est le déplacement à Newcastle. Parce qu'on parle d'un match où il a quand même touché beaucoup, beaucoup de ballons, sans en bonifier aucun. Aucun. À Milan, il y a des occasions franches. En deuxième mi-temps, il y en a qui nous disent il a disparu complètement. Bon, il touche quand même quelques ballons, tu vois. Mais alors à Newcastle, il se retrouve même pas en position de frappe sur une occasion très franche. À chaque fois, c'est à contre-temps avec le match et son équipe. C'est ça le gros problème d'Mbappé, c'est cette forme de déconnexion qu'on ressent avec les événements, à savoir les 22 acteurs, et les 11 qui forment son équipe, parce que à chaque fois, il est un petit peu à contre-courant, à toujours vouloir être dans un jeu de rupture qui va vite, alors que souvent, il faut au contraire apporter autre chose en fait à ton équipe. Et ça, c'est de son ressort personnel, hein, purement. Donc voilà. Donc sa saison, dans le jeu, c'est compliqué, peu de justesse. Par contre, niveau but, c'est ton meilleur buteur. Je pense que si on additionne tous nos autres buteurs, ils sont tout pile au-dessus de son total à lui tout seul. Donc ça, c'est une dinguerie totale qu'il ne faut absolument pas négliger tout simplement. Certains nous diront oui, il y a les pénaltys dans le lot, ok, mais les pénaltys, il y en a aussi qu'il va chercher lui-même, hein, et il se fait justice. Et des buts très importants, comme je disais, à l'aller contre Milan. En fait, au retour, on lui en veut parce qu'il loupe 2 face-à-face avec Maignan. Alors, celui où je lui en veux le plus, c'est pas celui sur la passe de Dembélé, qui est quand même très très bien senti, mais qui peut être surprenante pour Mbappé, plus celui où il échange avec Colomani avant, et où il fait une espèce de finition pointue, je sais pas ce qui branle. Là, je lui en veux vraiment là-dessus. Par contre, à l'aller, le PSG est vraiment en difficulté. C'est lui qui va marquer. Alors oui, on a mis en avant Warren Zaïre-Emery sur l'action parce qu'il y a la percée, le fait qu'il réussisse à se retourner et accélérer le jeu. Mais il y a aussi la finition d'Mbappé, qu'aucun autre joueur a dans l'effectif. Et s'il ne marque pas à ce moment-là du match, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'en fait, il marque à un moment où, des deux équipes, celle qui a le plus de chances de la mettre au fond, c'est Milan. Et là-dessus, ce but est quand même très très important. Cette victoire 3-0, pareil, hein, parce que bah, voilà, on va se présenter directement à Newcastle. Et c'est ça qui m'embête. Tiens, ça va introduire un peu le reste de ma vidéo. Tout ce qui m'embête, c'est que là, on va parler pendant des dizaines de minutes sur des ajustements concernant Mbappé, concernant les hommes, concernant la structure, est-ce qu'on va incorporer un faux numéro 9 et tout ça, alors que les internationaux vont revenir. On va jouer contre Monaco, un match capital en Ligue 1. Certes, on a retrouvé notre place de leader ce week-end, mais il va pas falloir la perdre. Et derrière, 4 jours après, c'est Newcastle, en fait. Donc là, on est mi-novembre et on est encore en train de tâtonner. Tout est ouvert, en fait. Tout est ouvert au poste d'attaque, alors que on va jouer notre qualification, en fait. Là, c'est pas acquis. On a déjà 2 défaites au compteur et il faut peut-être s'activer. Donc ça m'énerve au plus haut point. Mais on va quand même le développer dans cette vidéo. Par contre, concernant Mbappé, niveau statistique, les buts sont là, les passes décisives, beaucoup moins. Il en a qu'une. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète aussi, dans le sens où l'année dernière, il arrivait à faire briller ses partenaires. C'était vraiment une qualité à part entière chez Mbappé. Alors bien sûr, ses partenaires, c'est plus les mêmes. Hein. C'est sûr que Kolo Muani, Dembélé, avec tout le respect qu'on a pour eux, c'est pas Neymar Messi en matière de finition. Je suis désolé. Surtout qu'avec Neymar et Messi, tu pouvais leur donner des ballons loin des buts. Ça pouvait finir en frappe téléguidée en pleine lucarne. Voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais de l'autre côté, Mbappé aussi ne met pas ses partenaires dans de bonnes dispositions parce qu'il fait justement les mauvais choix sur les contre-attaques. Quand il réussit à prendre un petit peu de vitesse, il perd en lucidité. Et ça, il doit absolument progresser là-dessus. Alors, pour analyser tout ça en profondeur, évidemment, partons d'un constat. Le plus facile à faire sur le PSG de Luis Enrique, le pôle de créativité s'est déplacé de la gauche vers la droite. Cette saison, avec le duo Hakimi-Dembélé, très clairement, la majeure partie de nos attaques passe par là. Et c'est un changement majeur à l'échelle de plusieurs saisons, hein, parce que on était habitué depuis 4-5 ans à ce côté Neymar, Verratti, Mbappé. Voilà. Alors il y avait Di Maria côté droit qui apportait un petit peu plus de diversité. Lionel Messi à un autre moment, mais à chaque fois c'était des ailiers qui repiquaient dans l'axe
pour aller chercher l'autre côté. Parce que tu avais Mbappé, tu avais aussi Nuno Mendes, voilà. Messi, on sait très bien que c'est un joueur qui adore partir de la droite, repiquer dans l'axe, aller chercher le latéral opposé. En témoigne par exemple le fait qu'il délaissait complètement Achraf Hakimi. Donc ça, c'est un changement majeur qui peut nous interroger, nous mener vers une question qu'on peut poser de manière très sèche en fait. Pourquoi Mbappé ne va pas à droite plus souvent ? Pour aller échanger avec les meilleurs joueurs de l'équipe, ceux qui sont le plus en confiance, Dembélé, Hakimi, Warren Zaïre-Emery aussi, qu'on n'oublie pas. Ça, c'est une question que je pose comme ça, de manière un peu sèche, mais qui a le mérite pour moi d'être posée. Voilà. Bien évidemment, Luis Enrique a sa responsabilité. Parce que contre Milan, par exemple, il lui fait coller la ligne, il le met à gauche. À d'autres matchs, il est demi-espace. Il réussit à avoir parfois un rôle de numéro 9. Le fait qui me gêne le plus, en fait, c'est pas les positions. Les positions, c'est une question de choix. Par contre, ce qui est une question d'idée, c'est de figer ces positions sur le terrain. La structure est très figée. Voilà, Dembélé commence ses actions à droite, il les finit à droite. On ne le voit jamais finir à gauche, comme Lee Kang-in, son poteau à San Siro, qui commence à gauche, ensuite il va à droite et il se retrouve dans la surface en position de frappe. Mbappé, c'est pareil. Mbappé, j'ai l'impression qu'il est quand même figé dans ses rôles, qu'il y a une responsabilité de Luis Enrique, même si encore une fois c'est 50-50, avec le joueur qui doit aussi appréhender mieux l'adversaire, le match, et ses partenaires bien évidemment, voilà. Le problème, c'est que du coup, là, on a Mbappé qui est côté gauche, qui se retrouve un petit peu isolé. Mais j'aimerais nuancer cette idée de Mbappé isolé avec Dembélé de l'autre côté, parce qu'au début de la saison, rappelez-vous, Mbappé et Dembélé se trouvaient. Les deux touchaient des ballons, repiquaient dans l'axe et se trouvaient. Contre Toulouse, par exemple. Premier match, je crois, des deux, si je dis pas de bêtises. Enfin, entrée des deux. Ils se trouvent, en fait. Ils repiquent tous les deux dans l'axe et ils se trouvent. Ça, on l'a perdu. C'est quelque chose qui valait au début de la saison, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Par exemple, le fait que Lucas Hernandez monte beaucoup moins, ça s'explique par le fait qu'il pêche physiquement. Hein, son temps de jeu diminue de match en match. Donc, on peut comprendre qu'il monte de moins en moins par rapport au début de la saison. Mais là, Mbappé, Dembélé de plus en plus isolés, bon, j'ai du mal à comprendre. Et donc, aujourd'hui, Mbappé dépend beaucoup de ses partenaires. Et ça me mène sur une question, qui pour l'accompagner ? Le problème, c'est que sa meilleure connexion, c'est avec le côté opposé, en fait. Mbappé, c'est Dembélé, c'est Hakimi, ses partenaires privilégiés. Alors, il y a Vitinha d'abord. Pour l'accompagner, je parle pour le côté gauche. Vitinha, qui semble être l'entente la plus travaillée, parce que c'est le duo où il y a eu plus de temps de jeu ensemble. Mais aussi et surtout parce que Vitinha, en fait, là, c'est le duo où tu as Mbappé et Vitinha qui bossent pour lui, qui fait le sale travail et qui le fait très bien. Notons les qualités de Vitinha en matière de contre-pressing, en matière de placement avec et sans ballon pour optimiser les zones occupées par Mbappé, étirer le bloc, il sait le faire, fixer la ligne et tout ça. Maintenant, déborder, faire des différences individuelles beaucoup moins, et lancer Mbappé encore moins. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque cruellement à notre équipe, à savoir lancer nos attaquants. Je parle d'Mbappé, qui part trop souvent arrêté, qui n'est jamais lancé dans la profondeur, mais aussi nos buteurs. Kolo Muani, Gonzalo Ramos, et même Dembélé outre mesure. Même si Dembélé, lui, réussit plutôt à trouver Hakimi lancé. Hakimi, c'est le joueur qu'on trouve lancé le plus dans cette équipe. Après Vitinha, il y a Barcola. Alors Barcola, moi, c'est mon entente préférée avec Mbappé, hein, qu'on a vu un petit peu contre Clermont, et puis ensuite, ça s'est un petit peu éteint après la trêve internationale, parce que Barcola n'a pas suivi le rythme. C'est vrai qu'il a fait des matchs un peu moyens, notamment dans le dernier geste, il pêche un petit peu, les centres sont souvent mous, mal placés, finissent dans les pieds du premier adversaire qui passe par là, ou dans les gants du gardien, donc c'est un peu compliqué. Mais je trouve que Barcola, sa qualité de déplacement, bien évidemment, dans un PSG où nos milieux ne savent pas se placer entre les lignes, le latéral gauche ne monte pas, nos défenseurs ne quittent pas l'alignement, à part Marquinhos pour faire du contre-pressing, et où nos attaquants se déplacent n'importe comment, avoir un Barcola qui sait optimiser et surtout choisir les bonnes poches d'espace vide, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Après, dans l'exécution technique, j'aime beaucoup ses contrôles, le fait qu'il puisse déborder, qu'il puisse dribbler aussi, mais encore une fois,
Ce qui pêche le plus, c'est le dernier geste. Et ça, on doit le souligner, en fait, parce que c'est quasiment du même niveau que Dembélé, en fait. On parle d'un joueur qui se manque beaucoup en matière de lucidité quand il faut terminer l'action. Et à l'échelle d'un match aussi, physiquement, il accuse souvent le coup. Voilà, il y a des matchs où, quand il revient des vestiaires pour la seconde mi-temps, c'est pas du tout le même qu'en première, tu vois. La pause lui a complètement coupé les jambes. Voilà. Même si, bien sûr, si Barcola enchaînait, peut-être qu'il pourrait monter en puissance dans cette dimension-là. Et enfin, Lee Kang-in, donc qui est la solution privilégiée en ce moment, bien évidemment, parce que individuellement, il est très bon. Individuellement, Lee, voilà, il fait des bons matchs, il marque, il donne des passes décisives, notamment une pour Mbappé contre Brest. Mais la relation avec Mbappé, et plus les matchs avancent, plus je fais ce constat, je lui trouve rien en fait à cette relation. Pourquoi? Parce que Lee Kang-in est positionné côté gauche du côté d'Mbappé sur son bon pied. Lee Kang-in est gaucher en fait. Le problème c'est que du coup, sur ses prises de balles, il va s'orienter vers l'intérieur du jeu. Et ensuite, pour trouver Mbappé, le lancer dans la profondeur, il va falloir soit un extérieur du pied, soit ouvrir son pied, je pense qu'il en est capable, mais surtout au-delà de ça, lever la tête en fait et penser à Mbappé plutôt que la solution évidente qui est dans l'axe. Et ça me paraît quand même très compliqué. Surtout qu'en fait, pour rester sur Lee Kang-in, pour illustrer tout ça, en fait, j'ai une proposition. Complètement farfelue, je suis d'accord, mais j'ai une proposition quand même. Aujourd'hui, comme je disais, nous sommes mi-novembre. Notre attaque, Mbappé, Dembélé. Pour le reste, enfin, le poste de numéro 9, je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est une dinguerie en fait. 170 millions sur les deux là, pour au final se dire que Marco Asensio va leur piquer la place quand il va revenir. Du coup, moi, j'ai pour proposition de mettre Dembélé en fixation sur le côté gauche, Mbappé demi-espace, et à droite, Lee Kang-in. Parce qu'individuellement, je trouve Lee Kang-in bien meilleur à droite. L'implication défensive est très très bonne, il est très électrique. D'ailleurs, regardez le match qu'il fait ce midi avec sa sélection nationale. Alors je crois qu'il est milieu relayeur, mais il donne une passe décisive qui est une passe fantastique depuis le côté droit. Il marque un but depuis le côté droit. Sur un but de la Corée, il fait une différence sur le côté droit. Pourquoi? Parce qu'il est faux pied. En tant que gaucher, il revient dans l'axe et donc j'imagine bien Lee Kang-in revenir dans l'axe et aller chercher de l'autre côté Mbappé ou Dembélé, sa capacité à dribbler. Ou alors Mbappé Barcola et Lee Kang-in côté droit, si Dembélé n'est pas là, si Dembélé est sur le banc ou quelque chose comme ça. Moi, ça me paraît être une solution quand même très intéressante. Moi, en fait, c'est ce qui me tente le plus, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde dit il faut un faux numéro 9 et tout ça. C'est ce que tout le monde veut. Le faux numéro 9, retrouver Marco Asensio, machin chouette. Bah moi, j'ai envie de m'inscrire un petit peu en faux. D'abord parce que, en tant que youtubeur, je dois vous donner un peu des avis qui changent. Hein. Si j'étais un robinet d'eau chaude et que je vous disais ce que vous voulez entendre et ce que tout le monde dit, bon, j'aurais pas grand intérêt en fait à faire des vidéos et vous à m'écouter. Donc moi en fait ce que j'aimerais le plus, c'est pas un faux numéro 9 dans cette équipe en fait. C'est plutôt voir Lee Kang-in sur ce côté droit avec Achraf Hakimi aussi, hein, une petite animation avec les deux. Et sur le côté gauche, pourquoi pas mettre Dembélé Mbappé, Dembélé ou un autre, et Mbappé dans le demi-espace gauche, voir un petit peu ce que ça donne avec donc Lee Kang-in qui les lancerait. Mais dans tous les cas, Lee Kang-in à gauche pour lancer Mbappé, c'est pas possible. À droite, il est beaucoup plus naturel. Mais regardez, contre Milan, le poteau qu'il met en seconde mi-temps à San Siro, il part côté gauche parce que Luis Enrique lui a dit de rentrer côté gauche, mais il finit son action côté droit. Et la position de frappe, il l'a en étant à droite. Contre Milan à l'aller, il rentre côté droit. Le but qu'il met, il est magnifique. Il reçoit un ballon dos au jeu, il est beaucoup plus à l'aise, c'est beaucoup plus naturellement qu'il va chercher un appui avec Warren, qui s'emmène le ballon, qui fait la course. Ensuite, fait son centre en retrait. Très belle feinte de Gonzalo Ramos. Tiens, un numéro 9, voilà. Et pas un faux numéro 9. Même si, bon, il décroche tellement qu'on pourrait se demander, mais techniquement, c'est pas du tout un faux numéro 9. Et la finition de Lee Kang-in, qui démarre son action côté droit. But contre Milan, qui démarre côté droit. Voilà. C'est juste ce que je voulais suggérer peut-être dans cette vidéo. Aussi, pourquoi? Parce qu'en fait, Lee Kang-in, il y a aussi... Bon bref, j'en parlerai demain les gars. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain donc pour la suite de cette vidéo. Ciao les amis, prenez soin de vous.